Bonjour, salut à tous, soyez les bienvenus sur notre chaîne YouTube My Science Tutorials. Aujourd'hui, nous allons parler de la cellule, la membrane cellulaire ou plasmique, les fonctions de la membrane plasmique, les transports membranaires et enfin du cytoplasme. Commençons tout d'abord par la cellule. La cellule est l'unité fondamentale, structurale et fonctionnelle des organismes vivants. Elle peut remplir toutes les fonctions de l'organisme, à savoir le métabolisme, le mouvement, la croissance, la reproduction et la transmission des gènes. C'est une entité vivante qui fonctionne de manière autonome tout en restant coordonnée avec les autres. Il faut noter que l'homme possède environ 1 million de milliards de cellules dans son organisme. Donc, chaque cellule fonctionne de manière autonome, mais ils restent toujours coordonnés avec les autres. On distingue deux types de cellules, comme nous l'avons dit dans notre précédent cours, les cellules prokaryotes et les cellules eucaryotes. La membrane cellulaire ou plasmique. La cellule est entourée par une membrane plasmique délimitant un espace intérieur contenant le cytoplasme et différents organismes d'un espace extérieur. Qu'est-ce que cela veut dire? La membrane plasmique, elle délimite un espace intérieur et un espace extérieur de la cellule. Mais l'espace intérieur contient le cytoplasme et les différents organismes de cette cellule. La membrane cellulaire est composée de phospholipides et de protéines. On dit souvent que les phospholipides sont amphiphiles. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire qu'ils possèdent un pôle hydrophile. Quand on dit hydrophile, c'est que la chose aime l'eau. Et c'est la tête qui aime l'eau. Et un pôle hydrophobe. Quand on dit hydrophobe, c'est que la chose n'aime pas l'eau. Donc, c'est la queue qui n'aime pas l'eau. Et ce sont ces deux pôles qui forment ainsi la bicouche phospholipidique. Donc, quand on dit que les phospholipides sont amphiphiles, c'est-à-dire tout juste qu'ils possèdent un pôle hydrophile et un pôle hydrophobe qui forment la bicouche phospholipidique. Comme le montre le schéma pour démontrer ou bien pour montrer les pôles hydrophiles et hydrophobes. On voit que les pôles hydrophiles sont tournés vers l'extérieur. Ce sont eux qui entrent en contact avec l'eau. Et les pôles hydrophobes sont ils sont inclus, voilà, dans les deux pôles hydrophiles. C'est que eux, ils n'entrent pas en contact avec l'eau. On distingue différentes formes d'association protéique à la membrane. On a les protéines intrinsèques. Qu'est-ce que veut dire intrinsèque? Quand on dit intrinsèque, c'est qu'une partie ou la totalité de la protéine est intégrée dans la membrane. Alors que quand on dit les protéines extrinsèques, c'est lorsque la protéine se trouve à l'extérieur de la membrane. Les fonctions de la membrane plasmique. On a la protection de la cellule du milieu extérieur. La membrane plasmique, elle protège la cellule contre le milieu extérieur. Parce que c'est lui qui délimite le milieu intérieur et le milieu extérieur de la cellule. On a l'individualité de la cellule. La membrane plasmique qui entoure la cellule forme des compartiments fermés la séparant des autres cellules. Elles ont dit qu'ils sont individuels, l'individualité de la cellule. Échange de molécules entre le milieu extracellulaire et intracellulaire. La membrane contrôle ainsi l'entrée des substances nutritives et le rejet des déchets. C'est grâce à la membrane que certains échanges se font. Donc, elle permet l'échange des molécules entre le milieu extérieur et le milieu intérieur de la cellule. Les transports membranaires maintenant. La membrane plasmique ne permet pas le passage de molécules polaires et de macromolécules. Elle est cependant semi-perméable car la cellule doit réguler ses concentrations ioniques. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que veut dire semi-perméable? Semi-perméable veut dire tout juste que la cellule ou bien la membrane accepte que certaines molécules passent et que certaines ne passent pas. C'est lui qui décide. Il peut dire que cette molécule peut passer et l'autre ne peut pas passer. Là, on dit que c'est semi-perméable. C'est à lui de faire le choix. Il existe deux types de transport moléculaire. On a le transport passif et le transport actif. Qu'est-ce que c'est que le transport passif? Le transport passif, c'est lorsque les molécules peuvent traverser la double couche lipidique par un mouvement spontané vers l'équilibre. Très important, sans apport d'énergie, dans le sens du gradient de concentration. Il y a deux choses à bien noter ici, c'est sans apport d'énergie
et dans le sens du gradient de concentration. Alors que quand on parle de transport actif, le transport exige de l'énergie, ce qui n'est pas le cas en transport passif. Et pour rendre la structure transporteuse capable de fonctionner contre le gradient de concentration. Transport passif, sans apport d'énergie, le sens du gradient de concentration. Alors que transport actif, c'est apport d'énergie et contre le sens du gradient de concentration. C'est deux choses bien différentes. On a deux types de transport passif, et c'est la diffusion et l'osmose. Qu'est-ce que c'est que la diffusion? La diffusion est le mouvement des molécules d'une zone où elles sont en concentration élevée vers une zone où elles sont en faible concentration, comme le montrent les deux schémas. On a le schéma A et le schéma B. En schéma A, avant la diffusion, on voit qu'il y a des molécules qui sont à l'extérieur de la cellule et des molécules qui sont à l'intérieur. Ceux qui sont à l'extérieur sont nombreux plus que ceux qui sont à l'intérieur. Qu'est-ce qui va se passer dans le schéma B après diffusion? Il y a mouvement des molécules de l'extérieur pour intégrer la cellule, pour entrer à l'intérieur de la cellule, pour que les deux concentrations soient les mêmes. Vous convenez avec moi que avant la diffusion, la concentration à l'extérieur de la cellule est élevée et celui qui est à l'intérieur est faible. Donc après diffusion, les deux concentrations doivent être les mêmes. Donc là où la concentration est élevée, les molécules vont quitter ce niveau pour entrer là où la concentration est faible pour que les deux concentrations soient les mêmes. On a la diffusion simple et la diffusion facilitée. La diffusion simple, c'est lorsqu'une molécule de petite taille traverse directement la bicouche phospholipidique. Là, on parle de diffusion simple. La molécule traverse directement la bicouche phospholipidique. Alors, quand on parle de diffusion facilitée, la molécule doit utiliser une protéine transmembranaire pour être transportée. Quand on parle de diffusion simple, la molécule traverse directement la bicouche phospholipidique. Alors que quand on parle de diffusion facilitée, la molécule doit utiliser une protéine transmembranaire pour être transportée. Parlons maintenant de l'osmose. L'osmose, c'est le processus de diffusion de l'eau dans différents milieux. Lorsqu'il y a différence de concentration entre le milieu intracellulaire et extracellulaire, les molécules d'eau se déplacent du milieu le plus concentré en soluté jusqu'à ce qu'il y ait éventuellement équilibre de concentration. Et quand cela se passe, on parle de pression osmotique. Voilà un schéma qui nous montre bien un phénomène d'osmose. Il y a le bocal A qui est séparé par une membrane semi-perméable, ce qui est obligatoire en osmose. On a la partie A ou bien le compartiment A et le compartiment B. On a le compartiment A qui a une concentration faible et le compartiment B qui a une concentration élevée. Après osmose, on voit que les concentrations sont les mêmes, mais la quantité dans le compartiment A diminué alors que la quantité dans le compartiment B a augmenté. Qu'est-ce qui s'est passé? On a vu que l'eau ou bien le solvant dans le compartiment A est rentré dans le compartiment B pour qu'il y ait équilibre, pour rendre un peu plus faible là où la concentration était élevée. Là, c'est l'eau qui quitte là où la concentration est faible vers là où la concentration est élevée, ce qui n'est pas le cas en diffusion. En diffusion, ça quitte là où la concentration est plus élevée vers là où la concentration est faible. On est tous d'accord? Et en phénomène d'osmose, si le milieu extracellulaire et intracellulaire sont de même concentration, on dit que la solution est isotonique. Là, il n'y aura pas de déplacement d'un compartiment vers... Non, ça reste intact. Là, le milieu extracellulaire et intracellulaire sont de même concentration. Si le liquide extracellulaire est moins concentré que la cellule, on dit que le milieu est hypotonique. Là, c'est à la cellule d'absorber, de se gorger alors d'eau. Là, on parle de phénomène de Tigerchance. Le liquide extracellulaire est moins concentré que la cellule. Ce qui veut dire que la concentration de la cellule est élevée. Là, c'est à la cellule d'absorber de l'eau pour qu'il y ait même concentration dans les deux compartiments. Alors que si le liquide extracellulaire est plus concentré que la cellule, on dit que le milieu est hypertonique.
Là, c'est à la cellule de libérer de l'eau. De l'eau diffuse hors de la cellule et rétrécit parce qu'il perd de l'eau. Là, on parle de phénomène de plasmolyse. Une comparaison entre la diffusion et l'osmose. Quand on parle de diffusion, on voit il y a les solutés en concentration élevée. Et après diffusion, on voit qu'il y a une répartition uniforme de soluté dans le bocal. Alors qu'en osmose, on voit qu'il y a une membrane semi-perméable. Il y a le bocal A, le compartiment A et le compartiment B. On voit que la concentration au niveau du compartiment A commence par diminuer alors que la concentration dans le compartiment B commence par augmenter pour qu'il y ait même concentration. Le transport actif maintenant. Le transport actif, comme nous l'avons dit, exige de l'énergie pour rendre la structure transporteuse capable de fonctionner contre les gradients de concentration. Il est utilisé principalement pour le transport des macromolécules ou des électrolytes, ce qui n'est pas le cas en transport passif. Ce transport nécessite un transporteur protéique, souvent situé au niveau de la membrane plasmique qui assure le rôle de passeur. Quand on parle de transport actif, il y a un transporteur protéique. Et ce transporteur se situe au niveau de la membrane plasmique. Parce que c'est au niveau de la membrane plasmique qu'il y aura échange entre le milieu extracellulaire et le milieu intracellulaire. Et le rôle que joue ce transporteur protéique, on l'appelle rôle de passeur. À l'échelle cellulaire, on parle d'endocytose. Et quand on parle d'endocytose, c'est lorsque la cellule capture des éléments par invagination de sa membrane plasmique pour former des vacuoles dans son cytoplasme. Alors que lorsqu'on parle d'exocytose, c'est lorsque la cellule déverse des substances emprisonnées dans des vacuoles de son cytoplasme. Qu'est-ce que vous devez comprendre par invagination? L'invagination, c'est le retournement d'un organe creux. Comme le montre le schéma ici, on voit quand il y a phénomène d'endocytose, il y a une ouverture qui se crée. Là, ça commence par la formation des vacuoles. La formation des vacuoles dans le cytoplasme. Alors qu'en phénomène de exocytose, il y a une déversement ou bien une libération de substances qui sont emprisonnées dans ces vacuoles dans le cytoplasme. Et ce qui sort, quand cela sort, on parle d'exocytose. Il existe trois types différents de transport, de protéines de transport. Il y a trois types différents de protéines de transport. Il y a les protéines de transport unipores. Là, on dit que le transport d'une seule substance dans une direction. Lorsque le transport est d'une seule substance et ça se fait dans une seule direction, on parle d'unipore. Alors que quand ça parle de sympore, il y a transport de deux molécules différentes, mais dans la même direction. Unipore, une seule substance, une seule direction. Sympore, deux molécules différentes, transport de deux molécules différentes, mais dans la même direction. Antipore maintenant, transport de deux molécules, mais dans des directions opposées. Parlons maintenant du cytoplasme. Le cytoplasme désigne le contenu d'une cellule vivante. Il s'agit de la totalité d'une membrane cellulaire délimitée par la membrane plasmique. On voit le noyau, le cytoplasme, et ce cytoplasme est délimité par la membrane plasmique. En fait, le cytoplasme est constitué de cytosoles et de cytosquelettes. Qu'est-ce que c'est que les cytosoles? Le cytosol, il est constitué en moyenne de 85% d'eau et son pH est neutre. Quand on dit le pH d'une solution est neutre, c'est que c'est neutre, quoi. C'est ni acide ni basique, c'est neutre. C'est dans ce milieu que l'ensemble des organites de la cellule baignent et que les principales activités cellulaires se déroulent. Vous voyez, on dit souvent que les organites sont dans le cytoplasme, mais en réalité, c'est dans le cytosol que ces organites baignent. Et c'est là que les principales activités cellulaires se déroulent. Que font alors les cytosquelettes? Les cytosquelettes, eux, ils servent à maintenir la forme des cellules et interviennent dans les mouvements internes, les déplacements, ainsi qu'au cours
de la division cellulaire. Nous en reviendrons dans la partie 3 de ce cours. Merci d'avoir suivi ce cours. Dans la prochaine vidéo, nous allons parler de l'information génétique, la structure de l'ADN et l'ARN, la réplication de l'ADN, ses caractéristiques et les différents types d'ARN. N'oubliez pas de vous abonner pour la suite de cette vidéo. Merci.